Conférence de presse du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions et du directeur de cabinet du Premier ministre pour informer les journalistes sur les missions et les résultats attendus de la commission dialogue et réconciliation 24 heures seulement après la mise en place de la nouvelle structure. Pour aider à la réussite de la transition au Mali, les Nations Unies s'engagent à appuyer notre pays dans sa politique de développement et l'organisation d'élections libres et transparentes. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le coordinateur du système des Nations Unies au Mali ont signé ce matin un cadre conjoint d'appui à la transition. Et puis, à l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée demain 8 mars, le dossier de cette édition sera consacré au témoignage inédit de 3 femmes victimes de la barbarie des criminels qui avaient envahi le nord de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur l'ORTM et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a reçu ce matin en audience les membres du comité de pilotage de l'initiative citoyenne pour la paix, l'unité nationale et la reconstruction. Ils étaient venus partager avec le président de la République les conclusions du forum sur la paix au Mali tenu le 14 février dernier. Colonel Youssouf Traoré, président du comité de pilotage de l'initiative citoyenne pour la paix, l'unité nationale et la reconstruction, au micro de Amadou Sankari. Lorsqu'il s'agit du Mali, lorsque le message du Mali sonne, les Maliens doivent se tenir debout, mobilisés pour défendre le pays, la patrie. Donc c'est ce que nous avons tenté et réussi à la signature, n'est-ce pas, d'une déclaration le 25 février. Nous sommes donc venus remettre une copie de cette déclaration à son excellence le président de la République. Le sort du Mali nous concerne d'abord et les autres certainement viennent après. Donc, on a compris que vraiment ce que nous avons fait, c'est une œuvre majeure et c'est un appui. Qu'est-ce qui est attendu par rapport à la diffusion de ce document-là? Moi, ce document sera diffusé et certainement le président a sa copie. Nous aussi, nous allons faire en sorte que ce document soit diffusé. Je crois que s'il ne l'est pas déjà, il va être diffusé. Mais ce qui est important, c'est que nous allons poursuivre notre œuvre, n'est-ce pas, de reconstruction, de soutien à notre pays et de tout mettre en œuvre pour que citoyennes et citoyens que nous sommes, constamment, à tout moment, nous puissions apporter notre contribution à l'effort national pour la paix, l'unité et la reconstruction. Voilà à présent ce message du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, aux femmes du Mali à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, édition 2013. La communauté internationale célèbre ce 8 mars la Journée internationale de la femme, dont le thème choisi par les Nations Unies cette année est une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. En cette heureuse occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage aux Maliennes des campagnes et des villes pour leur contribution combien remarquable à l'effort de développement de notre pays. Cette année, la commémoration de cet événement majeur dans l'agenda national intervient dans un contexte de crise consécutif après d'un an d'occupation de notre pays par des groupes de narcoterroristes et la guerre de libération à eux livrée par notre pays et par ses alliés de la communauté internationale. Comme dans la plupart des situations de crise observées à travers le monde, les femmes, les filles, les enfants et les personnes âgées sont les catégories sociales qui payent le plus lourd tribut. On dénombre plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur de notre pays et réfugiées dans les pays voisins, dont une très forte proportion de femmes. C'est consciente de leur responsabilité historique dans la libération de notre pays du joug des terroristes que les femmes du Mali ont décidé de placer l'édition 2013 de la Journée internationale de la femme sous le signe de soutien aux forces de défense et de sécurité. Je leur en sais gré et leur souhaite une bonne célébration. Je prie Dieu pour que l'édition 2014 soit plus festive parce que, je l'espère vivement, intervenant dans un pays totalement libéré, pacifié et réconcilié. Bonne fête du 8 mars aux femmes du Mali, d'Afrique et du monde. C'était donc là le message du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme demain 8 mars.
24 heures seulement après la mise en place de la commission Dialogue-Réconciliation, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions et le directeur de cabinet du Premier ministre ont rencontré la presse. Il s'agissait à travers cette rencontre de cette conférence de presse, d'informer davantage les journalistes sur la nouvelle structure, ses missions et les résultats qu'on attend d'elle à la fin de sa mission. On prit part à la conférence de presse les représentants des médias nationaux et internationaux. Compte rendu de Modibo Mariko. Une commission au nom évocateur et à la mission délicate. La CDR, Commission Dialogue et Réconciliation, aura au dire des conférenciers une composition inclusive de 33 membres avec un président, 2 vice-présidents et 30 commissaires. Au vu du contexte de sa création, l'on devine vite que la CDR aura pour mission essentielle de restaurer le tissu social brisé et favoriser le savoir-vivre de l'après-crise. Oui, il y aura peut-être des groupes de travail au niveau local. Parce que le dialogue, c'est aussi au niveau local, et c'est surtout au niveau local. C'est là où il y a eu des exactions, c'est là où il y a eu des viols, des destructions de biens, etc. C'est là où les gens doivent apprendre à revivre ensemble. Les cas de violation des droits de l'homme ne resteront pas impunis. Ça veut dire que cette commission, même si elle est d'essence, elle ne fera pas la justice. Tous les citoyens normaux sont invités à ce dialogue. Patience pour ceux qui voudraient dès cette conférence coller les visages sur les rangs et qualités des membres de la CDR. Cela n'est qu'une question du jour et reste selon les conférenciers du seul ressort du président de la République qui ne tardera pas à les désigner après une consultation large et en ayant en vue comme critère entre autres la probité morale. Dans les 33 membres devraient se retrouver les différentes composantes politiques et celles de la société civile de notre pays. Les régions, les différentes régions également devraient se retrouver dans ces 33 membres. Il ne s'agit pas au sein de la commission de faire représenter tout simplement les régions qui ont été victimes des troupes rebelles. C'est l'ensemble de la communauté qui doit se retrouver dans la commission. Les commissaires seront nommés en fonction de critères de compétences. Il ne s'agit certainement pas de compétences techniques. Il s'agit de personnages qui doivent à la limite être au-dessus de tout soupçon, d'une parfaite honorabilité, d'une intégrité sans aucun doute et d'une audience au sein de la communauté. Pas de salaire pour les membres de la CDR, mais des avantages leur permettant de mener à bien leur mission. Car au bout, il est attendu des rapports trimestriels d'étape et un rapport final après 10 ans d'exercice. Quelle va être alors la relation entre la commission et la justice classique? La commission ne se suffira ni à elle, ni à la justice internationale, encore moins à celle qui sera considérée comme sa sœur jumelle, la commission d'indemnisation. Cette dernière verra derrière les jours très prochainement, ont fait savoir les conférenciers. Signature ce matin du cadre d'appui à la transition par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le coordinateur du système des Nations Unies au Mali. À travers cette convention, les Nations Unies s'engagent à aider notre pays dans sa politique de développement, l'organisation d'élections libres et transparentes après une transition bien réussie. Mamadou Bagayoko. Pour répondre aux priorités nationales mentionnées dans la feuille de route pour la transition, le gouvernement malien et le système des Nations Unies se sont concertés en vue d'œuvrer à la restauration de la paix. Au terme de ces concertations, un cadre conjoint des Nations Unies d'appui à la transition se dégage. Le document s'articule autour de 2 axes majeurs. Pour l'axe numéro 1, l'axe de la gouvernance et de la restauration de la paix. C'est un axe qui est en relation directe avec l'organisation des élections libres et crédibles et transparentes, la promotion des droits humains et le genre, l'amélioration de l'accès à la justice. En plus de ces thématiques, l'axe 1 de ce cadre commun d'appui à la transition prendra également en compte la dimension du relèvement économique et de l'appui à la réforme du secteur de sécurité. Le deuxième axe se focalise sur l'accessibilité et la disponibilité des services sociaux de base. Il s'agit de l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, entre autres. Toutefois, quelle que soit l'aide, il nous faut mettre tout d'abord notre culture de cohésion sociale en valeur selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tout ce qui viendra comme apport technique, tout ce qui viendra comme financement, comme nouveau projet, ne pourra être fiable et viable que si cette volonté de rester debout
de garder notre pays tel qu'il nous a été transféré par nos ancêtres, de conserver notre culture telle que l'écume des temps nous l'ont apportée, rien ne pourra marcher. Le ministre de poursuivre que le peuple malien a besoin de nouvelles perspectives, certes, mais que l'efficacité et l'aide dépendent autant des bénéficiaires que des partenaires techniques et financiers. 1,4 milliard de francs CFA, c'est le montant que la Chine entend débourser pour aider au renforcement des forces armées maliennes. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a dans ce sens signé avec le premier responsable du département en charge de la défense un accord. Avec cette signature d'assistance, la Chine appuiera notre pays avec du matériel. La cérémonie de signature s'est déroulée au ministère de la Défense et des anciens combattants. Reportage de Moussa Fani. La République populaire de Chine multiplie ses dons à l'endroit de nos forces armées de sécurité. Elle vient à cet effet de signer un accord d'assistance avec le ministère de la Défense et des anciens combattants. D'une valeur de 20 millions de yuan, soit 1,4 milliard de francs CFA, cet appui de la Chine devra contribuer à renforcer les besoins matériels de nos militaires. Un geste hautement salué par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Et le peuple chinois, comme toujours, s'est trouvé aux côtés du peuple malien pendant les moments difficiles. Le don que la République populaire de Chine met gracieusement à la disposition du peuple et du gouvernement malien ne fera que rehausser les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Comme on le dit, l'on reconnaît ses amis dans la difficulté. La nation malienne s'en souviendra éternellement. Selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, son pays continuera à appuyer le nôtre pour y recouvrir son intégrité territoriale. L'accord qui stipule que la Chine va fournir un don à l'armée malienne. C'est un geste qui témoigne la Chine soutient l'intégrité territoriale du Mali et l'unité nationale. Comme vous le savez, la Chine et le Mali, nous avons une coopération traditionnelle et amicale qui date depuis longtemps. Cette coopération couvre tous les domaines, y compris la coopération militaire. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a également remis un chèque d'1 million de francs CFA à l'association des femmes engagées de Kati en guise de soutien. Je suis satisfait de l'efficacité des opérations qui se déroulent dans le massif des Iforas et à Gao. Ces propos sont du ministre français de la Défense en visite dans notre pays. Jean-Yves Le Drian vient d'arriver à Bamako en provenance du Nord. Pour le ministre français, la France mènera à bout sa mission de libération totale des régions du Mali. Il a dit au micro de Mohamed Diarra. Je suis allé rencontrer les forces françaises et dans la région de Thessalite et dans la région de Gao pour leur apporter le soutien du ministre de la Défense et aussi ma satisfaction du travail remarquable que ces forces effectuent. Le moral de la troupe, ça va? Oui, je trouve que le moral est bon, l'efficacité aussi. Nous sommes dans la partie la plus difficile, puisque ce sont les repères, sont les sanctuaires pour le nord, et puis pour Gao, il y a de la stabilisation à continuer, mais notre détermination d'aller jusqu'au bout de la mission qui a été confiée à nos forces par le président de la République, c'est-à-dire de procéder à la libération intégrale du Mali. Notre détermination est totale. C'est bon. Et puis c'est quelques nouvelles avant de poursuivre cette édition. La situation au Mali était donc à l'ordre du jour de la 358e réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine tenue ce jeudi au siège de l'institution à Addis Abeba en Éthiopie. Une réunion présidée par le président du CPS du mois, l'ambassadeur du Nigeria en présence du commissaire paix et sécurité Ramtan Lamrara et du haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, chef de la MISMA Pierre Bouya. Au cours de la rencontre, l'ambassadeur
Dial, dans son intervention, a fait le point de la situation marquée par des avancées significatives, notamment l'adoption de la feuille de route du gouvernement de transition et la décision des autorités d'organiser des élections avant fin juillet 2013. Il a aussi rappelé la décision prise par le gouvernement de mettre en place une commission dialogue et réconciliation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Thiéman Hubert Coulibaly, a quitté Bamako ce jeudi 7 mars 2013 pour Abu Dhabi et Kigali. À Abu Dhabi, dans la capitale des Émirats arabes unis, le ministre effectue du 8 au 10 mars une visite officielle d'amitié et de travail en réponse à l'invitation de son homologue, son Altesse royale, le prince Abdullah bin Zayed Al Nahyan à Kigali, au Rwanda. Il effectuera du 11 au 12 mars une visite de travail sur invitation également de son homologue, son Excellence Madame Louise Mushikiwabo. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a visité cet après-midi certains journaux de la place. Manga Dambélé voulait s'enquérir des conditions de travail de ces journalistes. Il a également saisi l'occasion pour faire passer le message de la rigueur dans le traitement des informations en cette période de crise pour la stabilité du pays. Notre reporter Youssouf Diakité était de la visite et reviendra sur le sujet dans nos prochaines éditions. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Ibrahim Daïrou Dambélé, était sur le théâtre des opérations à Gao. Le général est allé voir et comprendre des problèmes des hommes engagés dans les combats. Après une visite des checkpoints situés sur les différentes sorties de la cité des Askia, le chef d'état-major général des armées s'est fait une idée sur la sécurisation de la ville de Gao. Le général Ibrahim Daïrou Dambélé a mis en garde les hommes contre les exactions sur les populations. Envoyé spéciaux Daouda Sidiki Diarra, Monsadoulia. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois, dit un adage. Le chef d'état-major général des armées est sur le terrain pour 48 heures. Objectif, encourager et saluer les efforts des hommes engagés sur le théâtre des opérations. Le général Ibrahim Daïrou Dambélé est également venu voir et comprendre les problèmes de nos braves soldats. C'est de prendre contact avec les éléments sur le terrain, de voir les problèmes qui se trouvent à leur niveau et essayer de trouver des solutions qui peuvent être à mon niveau ou au niveau des autorités de Bamako. C'est au pas de course que l'ordre du jour a visité tous les checkpoints situés sur les différentes sorties de la ville de Gao. Ces soldats des postes de sécurité ont pour rôle d'empêcher les djihadistes de faire des infiltrations dans la ville. Le général n'a pas manqué de rappeler aux hommes leur mission régalienne. Il s'agit de la défense de la patrie. Des mesures ont été prises afin de doter nos hommes en gilet pare-balles, en casque lourd et en cartouchère. Révélation faite par le CMJA aux hommes au cours d'une rencontre. C'est très important que l'État mette ses moyens à la disposition des troupes. Mais l'engagement doit être total. Donc avec l'échange avec mes hommes, je leur ai apporté les nouvelles au niveau de Bamako, où le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre les forces armées et de sécurité dans les conditions optimales, suivant les disponibilités financières de l'État et ensuite suivant l'assistance partenaire des pays amis. L'alimentation aussi, il y a eu une grande amélioration. On a amélioré la condition de vie des soldats sur le terrain. Les frères d'armes du Niger ont reçu la visite du général qui a salué les efforts dans la sécurisation de Gao. Auparavant, le général Ibrahim Daïrou Dambélé s'est entretenu avec le commandement des forces françaises. Ici, il a été question du point de la situation sécuritaire sur l'ensemble du théâtre des opérations. Le ministère de l'Équipement et des Transports, le groupe Azalai Hotel, Anglo Gold, l'Union pour la démocratie et le développement et la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali ont remis plus de 49 millions de francs CFA au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget pour soutenir l'effort de guerre. Rachel Tessougué. Le ministère de l'Équipement et des Transports a remis plus de 30 millions de francs CFA et un véhicule pick-up au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget pour soutenir l'effort de guerre. Le groupe Azalai Hotel a également donné 10 millions, les travailleurs de la société minière Anglo Gold 6 millions, l'Union pour la démocratie et le développement 2 millions et enfin la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali 1 million. Tous ces dons sont destinés à l'armée pour soutenir l'effort de guerre. Nous souhaitons que cette donation puisse permettre à nos soldats d'accomplir le plus efficacement possible leur mission et qui aujourd'hui est à
salué à plus d'un titre. Le ministre de l'économie, des finances et du budget promet aux donateurs que ces dons seront utilisés uniquement pour les besoins de l'armée. Très heureux bien sûr de recevoir de vos mains ces importantes contributions. Nous donnons l'assurance aux donateurs que les montants mis à disposition seront utilisés pour l'objectif pour lequel ils ont été donnés. Le ministre Tiena Koulibaly invite tous les Maliens à soutenir l'effort de guerre pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. En deuxième région également, contribution à l'effort de guerre des forces vives de la région de Koulikoro qui ont remis ce matin 76 millions de francs CFA au gouverneur de la région. C'était lors d'une réunion de restitution du bilan des contributions au niveau régional. La présente rencontre a regroupé les représentants des 7 cercles, les autorités administratives et politiques de la deuxième région. Ousmane Kouita. C'est pour répondre à l'appel du président de la République pour la contribution à l'effort de guerre que la région de Koulikoro, à travers ces 7 tracts, a mobilisé 76 millions de francs CFA. Cette somme est destinée à nos vaillants soldats en mission de reconquête des régions nord du Mali. Les montants que nous avons récupérés au titre de l'effort de guerre s'élèvent à 76 millions, répartis de la manière suivante. Banamba 5 millions, Dioula 5 7245, Kati 29 300 800, Kangaba 7 800 000, Kolokani 10 millions, Koulikoro 7 343 805, Nara 10 498 150 et le conseil régional de Koulikoro 1 50 000 francs CFA. Cette armée sera toujours au service de son peuple. Ça veut dire que le peuple fait encore confiance en son armée pour bien accomplir ses missions régaliennes. Pour les autorités régionales, ces gestes à l'endroit des forces armées et de sécurité signifient l'attachement des populations à l'intégrité du territoire du Mali. Nous allons soutenir l'effort de guerre. Nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite, pour que vraiment le peuple malien se retrouve. Quand la patrie, ce qu'on appelle le faso, est en danger, c'est tout le monde qui se lève. Et ce qui m'a surtout intéressé et surpris de manière agréable, c'est que riches et pauvres, je dis bien pauvres, parce que ceux-là qui ont pu apporter 100 francs l'ont fait. Ce n'est pas 100 francs, ce n'est pas les millions qu'on a donnés, c'est le cœur, c'est le sang qui a parlé. Cette cérémonie de remise a été une occasion pour les chefs de l'exécutif régional de remercier l'ensemble des donateurs au nom des plus hautes autorités de notre pays. Le gouverneur Tessouké a rappelé que cette donation n'est qu'une première tranche pour la deuxième région. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre le 8 mars, journée internationale des femmes. Cette année, le thème retenu est l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Ce thème a été choisi en raison des violations des droits internationaux des femmes et des enfants auxquels nous avons assisté depuis l'occupation de la partie nord de notre pays par les groupes terroristes. Compte rendu de l'état d'urgence décrété compte tenu de l'état d'urgence décrété par le président de la République par intérim, les femmes maliennes ont décidé de célébrer l'édition 2013 dans la méditation et les prières. Écoutons le message du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant au micro de Rachel Tessougou. Nous célébrerons demain, à l'instar de la communauté internationale, le 8 mars 2013, la journée internationale des femmes, sous le thème « L'élimination et la prévention de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles ». L'état d'urgence décrété par le président de la République nous impose non seulement la retenue, mais aussi la communion d'esprit. C'est pourquoi le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, en collaboration avec le Comité national d'organisation, a décidé de célébrer l'édition 2013 dans la méditation et dans les prières. Une fois encore, les femmes du Mali se saisiront de cette occasion exceptionnelle pour exprimer leur solidarité envers les forces armées et de sécurité qui se battent à côté des forces armées des pays amis du Mali, dont la France, pour reconquérir nos régions occupées. Aussi, j'exhorte les plus hautes autorités de notre pays
dont l'engagement pour la protection et la défense des droits des femmes et des enfants a toujours été constant, à poursuivre ses efforts de lutte contre l'injustice et l'impunité. Bonne fête à toutes les femmes du Mali. Vive la Journée internationale des femmes dans un Mali un et indivisible. Justement, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, à la tête d'une forte délégation, participe à New York à la 57e session de la Commission de la Condition de la Femme, session qui prendra fin le 16 mars prochain. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, Dr Babatunde Osotemein, saisit l'opportunité pour renouveler l'engagement de sa structure à renforcer et élargir ses efforts tendant à mettre un terme à la violence sexiste qui demeure une préoccupation majeure en matière de santé et de droits fondamentaux. Et puis, notre pays est aujourd'hui en guerre contre les terroristes et les trafiquants de drogue qui ont envahi le nord du pays courant 2012. Et ce sont particulièrement les femmes et les enfants qui paient le plus souvent le lourd tribut de ce genre de crise conflictuelle. Nous proposons ce soir les témoignages inédits de 3 femmes qui ont été victimes de la barbarie des criminels qui ont envahi le septentrion de notre pays. La guerre, mon quotidien, un dossier signé Nyanya Aliou Traoré. Je suis Fama Oulet Idal, je viens de Kidal. Moi, c'est Madame Sissé Adasara, je viens de la région de Gao. C'est Traoré Leila Duko de Tombouctou. 3 femmes, 3 destins, mais une histoire commune, la guerre. Ces dames ont souffert de l'occupation de leur localité par les terroristes et autres groupes armés. Personne n'est en sécurité dans une guerre. Surtout que ce n'est pas une guerre que nous avons connue. Nous avons connu plusieurs rébellions, mais pas celle-ci. Elle nous dérange, nous les femmes, parce qu'on n'a aucune liberté. On n'a pas de liberté de mouvement ni de choses. Et nos enfants et nos filles, on ne pouvait pas rester. J'ai quitté Kidal le 7 avril. Donc je suis venue à Gao. Et je suis passé par Niamey, Ouaga, Bobo. Des viols, on a vu ça vraiment. Quand on a quitté l'institut pour chez la grande sœur, puisqu'on n'a pas pu prendre nos affaires, maintenant à notre retour, c'était le dimanche matin, très tôt qu'on est revenu là-bas, pour voir si la maison est intacte ou il y a quelque chose qui ne va pas. On est venu trouver que ça a été déjà pillé. Ça, j'ai vu de mes propres yeux. Elles ont amené les dames à 8 heures comme ça, les 3 dames. Elle va violer. Quand on les amène à quelque part, ça sous-entend quelque chose, on ne peut pas, elles-mêmes, elles ne vont jamais dire, mais c'est ça. Depuis que ces gens sont venus, il n'y avait plus d'écoles. Les écoles sont fermées parce qu'ils ne voudraient pas voir les écoles. Ils ne voudraient même pas voir ce qui est blanc. Parce qu'on ne pouvait pas donner le cours en ce moment, parce que ce sont des gens qui ne voudraient pas voir les femmes et les hommes à côté. Même les petits-enfants qui sont dans les classes d'initiation. Femmes et hommes ne devraient pas s'asseoir sur le même banc. Avec ces gens-là, les gens ont vécu vraiment les plus durs moments de leur vie. Fama vient de Kidal. Née et grandie dans cette partie désertique du pays, elle vit un véritable cauchemar après avoir échappé aux bandits armés, laissant derrière elle biens, parents et amis. Vraiment, moi j'ai des problèmes parce que je sais que j'ai des familles qui sont en Algérie, j'ai des familles qui sont au Niger, j'ai une famille qui est au Burkina. Tout ça, c'est vraiment un problème pour moi. C'est ça le problème de la guerre, c'est très mauvais. Mon plus grand souhait, c'est la paix. C'est faire la paix avec le... Les nuits de Ada et Bintou sont longues et interminables. Comme engouffrées dans un tunnel sans fin, elles cherchent désespérément la porte de sortie sans y parvenir. Elles sont insomniaques depuis qu'elles ont quitté leur ville natale, Gao. À Gao, ça n'allait pas. Et ce qu'on a vu à Gao, c'était devenu un film pour nous. Et c'est pour cela qu'on était obligé de laisser la ville. J'ai quitté Tombouctou très difficilement. Il n'y avait pas d'occasion. Il m'a fallu prendre la pinasse qui a duré 1 semaine. Tombouctou, mon petit, j'ai fait 1 semaine sur le fleuve. C'était très difficile pour moi. J'étais accompagnée de mes 2 enfants. Vraiment, on a beaucoup souffert. Aujourd'hui, certaines de ces femmes, victimes de l'occupation, vivent au centre d'accueil de Niamana.
Grâce aux dons de l'État et d'associations, elles arrivent à vivre dignement. Nos interlocutrices pensent que les actes de barbarie qui ont été commis dans leur région ne doivent pas rester impunis. Pourtant, déclarent-elles, l'heure est au pardon. Moi, je leur dirais seulement qu'il faut faire la paix. La paix, c'est plus que tout. Ces femmes que nous avons rencontrées comptent retourner un jour dans leur ville quand la paix et la sécurité seront établies. Pour le moment, elles ont peur de tenter une telle aventure. Surtout, on souhaite le retour de la paix totale. On veut que les kamikazes ou les attentats de suicide, là, vraiment ça nous fait peur aujourd'hui. C'est ça qui nous fait peur. La vie à Bamako aujourd'hui, on peut dire que par la grâce de Dieu, ça va. Mais comme chacun de nous le sait, chacun est roi chez lui. On a reçu des dons, des aides, on a tout reçu à Bamako. Mais ce qu'on a voulu souhaiter, c'est de retourner chez nous. La guerre, mon quotidien, c'était donc le dossier de cette édition signée Nyanya Aliou Traoré à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous poursuivons donc ce journal. La République du Ghana a célébré hier le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, l'ambassadeur a organisé une réception à sa résidence et a saisi l'occasion pour rappeler certains domaines de partenariat avec notre pays. Reportage de Youssouf Diakité. 6 mars 1957, 6 mars 2013, la République du Ghana a 56 ans. L'événement a été marqué ici au Mali par l'organisation d'une réception à la résidence de l'ambassadeur, qui a d'ailleurs exprimé sa compassion pour le Mali suite à la crise socio-politique et sécuritaire que traverse le pays. L'ambassadeur a ensuite rappelé les liens de coopération entre son pays et le Mali, une coopération basée essentiellement sur les projets de développement. But for the present difficulties in Mali, n'eût été les difficultés actuelles, les deux pays auraient signé cette année à Bamako un accord pour la 12e session de leur commission paritaire. Cette commission, qui a commencé en 1977, a servi de socle pour le niveau excellent de coopération et partenariat entre nos deux pays, englobant presque tous les domaines d'activité humaine, incluant les domaines politiques, économiques, commercial, social, scientifique et sécuritaire. Les diplomates ont en fait demandé à ses compatriotes vivant au Mali de respecter les lois du pays, une façon de contribuer au renforcement de la sécurité en cette période de crise. La réception a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement du Mali, témoignage de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays. Première session du conseil d'administration du bureau de restitution et de mise à niveau des entreprises. Ces travaux devront permettre la mise en route de la phase de déploiement du programme. Les administrateurs devront à cet effet discuter de la continuité des plans de restauration des entreprises. Des plans déjà élaborés qui concernent environ 200 entreprises avec un budget de 150 millions de francs CFA pour 2013. Sira Bachili. Le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises, un cumul des programmes du Mali et de l'UEMOA dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises. Le programme entame sa deuxième phase avec un budget prévisionnel de 150 millions de francs CFA pour cette année. Il s'agit d'améliorer le développement de l'entreprise industrielle. Il s'agira d'assurer une plus grande contribution en termes de croissance, en termes de création d'emplois et l'amélioration de l'environnement. Et donc, c'est également une continuité de la première phase. Nous avons commencé avec un certain nombre d'entreprises et il va falloir continuer avec ces entreprises-là pour réaliser les plans que nous avons conçus ensemble. Il revient donc aux administrateurs de mettre en œuvre la phase de déploiement du programme et de produire un rapport sur les activités préalablement convenues. À cet effet, les professionnels du secteur assurent exceptionnellement la présidence du conseil d'administration. En attendant les réalisations des 3 prochaines années, le conseil se réjouit des résultats déjà enregistrés lors de la première phase démarrée en 2005. 52 demandes d'adhésion ont été formulées par les entreprises. 37 pré-diagnostics ont été réalisés par le bureau. 8 bureaux d'études ont été recrutés pour réaliser les diagnostics stratégiques de 28 entreprises industrielles. 20 entreprises industrielles ont vu leur plan de restructuration et de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage national, dont 16
par le comité de pilotage régional de l'IMOA. Consolidation des acquis oblige. Les activités se poursuivront avec 200 entreprises, des unités économiques qui seront soumises à des études de diagnostic avant les suggestions et l'octroi de primes de restructuration. Le directeur de la radio La Voix de l'Amérique a visité ce matin certaines installations de l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali. L'objectif était de s'enquérir du fonctionnement de la structure. Accompagné par le directeur général de l'ORTM, David Ensor, s'est rendu successivement à la cabine technique de diffusion et celle d'enregistrement de la radio nationale. Le directeur de La Voix de l'Amérique a également visité le centre émetteur du Point G. Sur place, il a pu constater et apprécier la qualité des installations. C'est là qu'émet sur les 102 FM La Voix de l'Amérique. Une convention a été signée dans ce sens entre cette radio américaine et l'ORTM. Reportage de Bourama Traoré. 9h58, le directeur de La Voix de l'Amérique fait son entrée dans la cour de l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali. Première destination, le bureau du directeur général de l'ORTM. David Ensor s'entretient brièvement avec son homologue malien Baba Dagamaïssa, entouré par ses proches collaborateurs. Ensuite, direction à la radio nationale. Ici, le directeur de La Voix de l'Amérique visite la cabine technique de diffusion et celle d'enregistrement où il a eu droit à une explication détaillée. Aujourd'hui, la radio nationale allie le numérique et l'analogique. La visite s'est poursuivie au niveau de la banothèque de l'ORTM. Sur place, les visiteurs du jour ont noté le manque d'entretien de ce patrimoine et une très faible climatisation, ce qui pourrait contribuer à détériorer les différentes œuvres, véritable mémoire du pays qu'il faut nécessairement sauvegarder. Et c'est évident qu'il faut préserver cette grande collection. Nous voulons parler encore de ce que nous pouvons faire ensemble pour aider cette situation. Dernière étape de la visite du directeur de La Voix de l'Amérique, le centre émetteur du Point G. Ici sont logés des émetteurs de plusieurs chaînes internationales dont RFI et BBC. À cette liste, il faut désormais ajouter La Voix de l'Amérique, une radio américaine qui émet sous les 102 FM sur un rayon de 120 km à partir de Bamako. Le directeur Ensor s'est dit impressionné par la qualité des installations. Une installation très professionnelle. Nous sommes très très heureux d'être vos partenaires ici avec cette technologie. Parce que nous aussi, nous voulons aider à améliorer la communication pour les citoyens du Mali. Il s'agit là d'un début de partenariat entre l'ORTM et La Voix de l'Amérique, deux structures décidées à cheminer ensemble pour satisfaire davantage les auditeurs. Un engagement matérialisé à travers la signature d'une convention dont le directeur général de l'ORTM s'est réjoui. Nous aurons à discuter et voir comment la coopération peut s'améliorer pour le bonheur des peuples maliens. Je crois que sur ce point, nous nous entendons parfaitement et je n'ai nul doute que ça pourra aller, que ça marchera et que nous marcherons désormais la main dans la main. Main dans la main pour faire de la radio un véritable outil de développement. La société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA n'est pas déficitaire, mais connaît une tension de trésorerie. Ce matin, le président de la société a convié une trentaine de journalistes à un déjeuner avant la visite de la station de pompage de Djikoroni-Para pour prévenir les suspensions de la desserte en eau. La société entend mettre à la disposition de ses abonnés des citernes d'eau dans certains quartiers de la capitale. Pour le moment, les moyens techniques de la Somagep SA lui permettent de fournir quotidiennement 150 millions de litres d'eau, voilà, j'y arrive, potable par jour. Moïse Traoré. La station de pompage de Djikoroni-Para représente 70% de la capacité de production de la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA. Le site dispose d'un laboratoire pour différentes analyses de l'eau. Après traitement, 150 millions de litres sont quotidiennement acheminés dans les foyers et services de Kati et Bamako. Le déjeuner de presse se tient alors que la période de chaleur est traditionnellement propice au manque d'eau. Pour trouver une solution définitive au problème d'alimentation en eau de la ville de Bamako, il faut construire la station dite de Kabbalah. Si tu vas aux 1008 logements par exemple, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de bon puits. Donc on va positionner 1 ou 2 camions citernes là-bas. L'année dernière on l'a fait à Bamako, on l'a fait à Sikasso. Il se peut que cette année on l'étende à Kati. Le projet de construction de la station de Kabbalah va coûter 165 milliards.
La SOMAGEP déclare payer annuellement 4 milliards de factures d'électricité. À partir de certains de ces sites, quand le courant électrique manque, les abonnés de la SOMAGEP le ressentent. Après un an d'appropriation de la gestion commerciale, la société anonyme compte 740 employés. Son capital était de 100 millions à la création en 2010. Toutes les factures ne sont pas recouvrées encore. Donc, c'est ce qui fait que nous avons une situation financière assez tendue. Mais nous ne sommes pas pour autant une société qui est déficitaire. Avec le déclenchement de la crise, la société a consenti une desserte gratuite dans les régions du Nord. Les dites régions comptent pour 3% de la facturation globale de la SOMAGEP, dont les abonnés sont estimés à plus de 131 000. Tout n'est pas sombre. Un partenaire est engagé à la réinstallation des équipements saccagés d'une valeur de 300 millions. Les corps des 2 Français tués au nord du Mali, le caporal Cédric Charenton, 26 ans, et le brigadier chef Wilfried Bingo, 37 ans, ont été embarqués cet après-midi pour la France, après tous les honneurs militaires. En plus de la décoration du caporal Cédric et du brigadier Wilfried, le sergent-chef Harold Vormezel a lui aussi été honoré de la valeur militaire à titre posthume et étranger. Ensuite, au camp de garde de Ntominkorobougou, le garde Youssouf Agissa a aussi reçu les honneurs militaires avant d'être accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Amdalaï. Mohamed Doumbia. 2 vaillants soldats français tombés sur le champ d'honneur dans le nord du Mali viennent de recevoir à l'aéroport Bamako-Sénou tous les honneurs dus à leur rang et grade. C'était devant les représentants des différents corps d'armes de l'armée française, des forces armées de sécurité du Mali. Caporal Charenton, toi qui as su dépasser ta peur, toi qui as su monter à l'assaut au mépris du danger que tu savais extrême, toi qui t'es battu au corps à corps contre un ennemi impitoyable et fanatique. Tu as désormais rejoint tes camarades morts héroïquement au champ d'honneur. Ton sacrifice suprême nous rappelle aujourd'hui plus que jamais que le courage, l'honneur et la fidélité éclairent notre route et nous servent de guide. Brigadier chef Pinjot, toi qui fus fier de servir les armes de la France, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour te rendre un hommage solennel, manifestation de notre reconnaissance. Tu rejoins nos 3 camarades morts au champ d'honneur sur cette terre africaine. Tu vas bientôt retrouver la terre de France où ta famille et tes frères d'armes t'attendent et te pleurent. Nous poursuivons ici notre action aux côtés de nos courageux camarades de combat maliens pour tenter d'être dignes de ton sacrifice, pour achever notre mission au coude à coude entre frères d'armes. Caporal Cédric Charenton, des forces spéciales de l'armée française, au nom du président de la République et en considération de vos mérites, nous vous conférons à titre posthume la médaille de la croix militaire, de la valeur militaire à titre étranger. Brigadier chef Wilfried Bingo, des forces spéciales de l'armée française, au nom du président de la République et en considération de vos mérites, nous vous conférons à titre posthume la médaille de la croix de la valeur militaire à titre étranger. Vormezel, des forces spéciales de l'armée française, au nom du président de la République et en considération de vos mérites, nous vous conférons à titre posthume la médaille de la croix de la valeur militaire à titre étranger. Des prières et des bénédictions ont été faites pour dire adieu à ces 2 vaillants soldats, attendus par toute une nation. La souffrance et puis la gloire. Après cette cérémonie funèbre, les 2 corps ont été embarqués à bord d'un Boeing affrété pour la circonstance. Au camp de garde 6 à Ntominkorobougou a eu lieu une autre cérémonie funéraire en l'honneur du garde Youssouf Agissa, né en 1990 à Yangasso, intégré le 1er novembre 2010 dans la garde nationale. Il était de la 2e compagnie de renfort à l'opération Badenko, tombé dans une embuscade le 6 mars 2013 à Djebok.
il a reçu tous les honneurs militaires. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, la fidélité de Aguissa parmi tant d'autres à notre armée nationale nous incite à ne pas faire d'amalgame. Il y a une bonne partie des Touaregs, une bonne partie des Arabes qui ont fait le libre choix de rester dans nos rangs et de défendre les intérêts supérieurs du pays. C'est l'occasion d'inviter les uns et les autres à ne pas faire d'amalgame. Ceux qui ont fait le choix de rejoindre la force de coalition doivent s'assumer. Et ceux qui ont décidé également de rester dans nos rangs ne doivent pas en faire les frais. Donc c'est la preuve encore une fois qu'on forme une équipe bien soudée, unie, derrière les intérêts supérieurs de notre pays. Youssouf Aga Aguissa, accompagné par ses compagnons d'armes, repose désormais au cimetière de Hamdalaï. La terre du Mali, pour qui ils sont morts, ne les oubliera jamais. Voilà, c'était donc la cérémonie d'hommage aux militaires tombés sur le champ d'honneur. Nous poursuivons donc cette édition avec le Bureau national catholique de l'enfance Mali qui tient depuis ce matin au CRES une rencontre nationale sur le thème « Garantissons un avenir meilleur aux enfants » en privilégiant les mesures alternatives à l'emprisonnement. L'objectif de cette rencontre est de contribuer au renforcement du dispositif légal et institutionnel de prise en charge de l'enfant en conflit avec la justice. Reportage de Agibou Koulibaly. Humaniser la justice pour les enfants, c'est à cet exercice que s'attelleront au cours de cette rencontre les magistrats, officiers de police judiciaire, surveillants de maisons d'arrêt et travailleurs sociaux. Cette formation des acteurs de la justice sur les mesures alternatives à l'emprisonnement des enfants privés de liberté s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Global Phase 2 du BNCE Mali, en partenariat avec les BIC, intitulé Création et développement d'un environnement protecteur des droits des enfants défavorisés, et notamment des filles au Mali, avec comme objectif global. Occasion pour les acteurs de la justice d'échanger sur les mesures alternatives à l'emprisonnement des enfants au Mali, les bonnes pratiques restauratrices de la justice juvénile et le recueil sur la minorité pénale. L'alternative à l'emprisonnement demeure la problématique fondamentale pour l'administration pénitentiaire, avec comme lot quotidien l'encombrement des maisons d'arrêt, les risques de promiscuité et de contagion s'agissant des maladies. Et j'en passe. Nous voulons, à travers ces séminaires, inviter et éveiller la conscience des autorités, surtout des acteurs de la justice, donc pour privilégier les mesures alternatives à l'emprisonnement. Au sortir de cette rencontre de Bamako, les acteurs de la justice auront des repères clairs dans l'application des droits de l'enfant et sur les mesures alternatives à l'emprisonnement. Le Bureau national catholique de l'enfance au Mali, initiateur de cette rencontre, est une organisation engagée dans la promotion et la protection de la dignité et des droits de l'enfant. Lancement officiel du programme Connect to Learn, c'est connecter pour apprendre dans les écoles de Djoro en 4e région. Ce programme devra contribuer à la culture de l'excellence en milieu scolaire rural. La cérémonie de lancement a enregistré la présence des autorités politiques et administratives de la localité. Reportage de Doussou Sangari. Le programme Connect to Learn, se connecter pour apprendre, profite bien à une cinquantaine de filles des seconds cycles A et B de Djoro. Les 6 ordinateurs visités au cours du lancement officiel du programme permettront de renforcer les capacités d'apprentissage des enfants en zone du projet Village Millénaire. Cette action prépare les apprenants à mieux affronter les études secondaires. Connect to Learn, c'est l'implication de la nouvelle technologie de l'information et de la communication dans l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre système éducatif. Donc, qui dit Village Millénaire parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà un peu pour améliorer la qualité de l'éducation dans notre système éducatif. Les 50 filles choisies selon leur sens élevé de bien étudier bénéficieront de l'appui matériel et financier du programme Connect to Learn, et cela pendant leur scolarité au second cycle. L'acte est très salutaire, surtout en ce siècle où les NTIC se révèlent indispensables pour l'acquisition des emplois et pour tout développement d'un pays. Pour l'administration de ces 2 écoles tests, je vous demande de prendre toutes les dispositions utiles pour la réussite de cette initiative. Je demande à toutes les femmes de s'impliquer pleinement dans le suivi des résultats des bénéficiaires.
Le programme Connect to Learn constitue un stimulant non seulement pour les bénéficiaires, mais aussi pour les enfants en zone rurale qui cherchent à avoir le précieux sésame, à savoir l'outil informatique. Initialement prévu du 15 au 17 mars prochain, la deuxième édition du Festival international de Selengue, dénommé Urban Music and Mode, reportée à une date ultérieure. L'annonce a été faite par les organisateurs au cours d'un point de presse au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Par ailleurs, la programmation proposée lors du lancement en janvier dernier reste inchangée. Urban Music and Mode est une manifestation initiée par l'agence Mali Art Promotion. Pour plus de précision, nous écoutons Ibrahima Koulibaly, administrateur du festival, au micro de Modibo Soare. Le Festival international de Selengue a été reporté suite aux événements sécuritaires que connaît notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République par intérim a décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Or, notre festival était prévu du 15 au 17 de ce mois. Donc, l'état d'urgence prend fin normalement à partir du mois d'avril. Donc, c'est en fonction de cela que nous avons jugé utile de venir informer les populations, nos partenaires, nos sponsors, que notre festival a été reporté à une nouvelle date. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de fixer cette nouvelle date pour l'instant. Nous allons voir l'évolution de la situation sur le terrain. Est-ce que l'état d'urgence va être écourté? Est-ce que l'état d'urgence va être prolongé? Ou bien est-ce que ça va prendre fin à la date indiquée? Donc si tel était le cas, nous allons prononcer très rapidement une nouvelle date de commun accord avec le ministère de la Culture et les autorités de Selengue. Nous allons donner le même programme, sauf qu'il va y avoir quelques modifications du côté des artistes, puisque les artistes, vous connaissez leur agenda, et c'est des gens qui bougent beaucoup. Toutes les activités prévues seront réalisées. Nous voulons rassurer nos partenaires, nous voulons rassurer les sponsors, nous voulons rassurer la jeunesse malienne que la deuxième édition du festival aura bel et bien lieu. Pour nous, ça va être la première plus grande fête de l'après-libération. Ça va être le plus grand événement de l'année 2013. Voilà, c'est tout pour cette édition. Retrouvez l'information demain à 10h et 13h avec Mohamed Touré. Et je serai là pour les éditions du soir. Merci à toutes et à toutes. Et sans oublier de renouveler notre soutien à nos forces armées et à leurs alliés dans la bataille de reconquête de la totalité de notre territoire national. Bonsoir.